Et si Kabila ne tient pas, on va mettre un autre qui va vous exterminer. Alors je parle ça dans mon livre, en 2011. Est-ce qu'on peut répondre de manière claire à la question de savoir de quoi Étienne Tshisekedi est mort? C'est le seul moment que j'ai accepté qu'on m'appelle garde du corps. Parce que j'étais en train de garder le corps. Et quels ont été les moments qui t'ont les plus marqués? Il y a eu des partisans de M. Kabila qui nous ont lancé des pierres. Les fusées, ils sont restés pendant plus d'une demi-heure. Finalement, ils vont décoller. Bissingimana qui est debout et qui empêche effectivement que le cortège d'Étienne Tshisekedi prenne la route vers Limete. Mais l'ambassadeur de la Russie, du Gabon et autres sont venus même féliciter Étienne Tshisekedi pour dire vous avez gagné les élections. Je vous mets un défi de me sortir où Étienne Tshisekedi disait bon, Congolais, les Congolais, bon là la première bébé. Non. Et vous voyez les images qu'on voit à la Libye, mais nous avons dans le Sibi, il y a des gens qui subissent chaque jour là à Kinshasa. Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. Bonjour à tous, nous avons célébré ou commémoré un an de l'anniversaire du décès en fait de président Étienne Tshisekedi qui reste le symbole de la combativité, le symbole de l'amour de la démocratie, le symbole du patriotisme, un homme qui a marqué l'histoire de la République démocratique du Congo, mais un homme qui est resté compris par certains et incompris par d'autres. Alors aujourd'hui nous recevons un monsieur, un jeune, qui a évolué pendant plusieurs années aux côtés d'Étienne Tshisekedi, un jeune avec qui nous allons essayer, un monsieur, avec qui nous allons essayer d'échanger, ce serait vraiment un échange, hein, sur son expérience aux côtés de cet homme qui a finalement marqué la vie de tout Congolais. Je reçois Fabien Kalala Chamboui. Bonjour Fabien. Bonjour. Tu as évolué, on va se tutoyer parce que c'est un échange très fraternel. Bien sûr. Voilà, donc tu as évolué quand même presque 8 ans aux côtés d'Étienne Tshisekedi. Est-ce qu'on peut savoir quel était l'élément déclencheur? Qu'est-ce qui a fait que tu puisses te retrouver aux côtés d'Étienne Tshisekedi en train de le servir? Le Congo. Le Congo était l'élément déclencheur, disons. L'amour du Congo et l'appel que j'ai réussi en 2011 pour venir m'occuper de la sécurité personnelle de Étienne Tshisekedi. Qui t'a lancé l'appel? Lui-même. Lui-même. On s'est vu à Washington. J'ai été d'abord appelé par la fédération de Washington pour venir les aider à sécuriser la tournée. Et de là, comme le camarade Étienne Tshisekedi m'a vu, il m'a demandé de venir, non seulement avant, pour venir d'abord faire la formation de garde du parti. Ensuite, il va me refaire le même plutôt appel de venir cette fois-là sécuriser, l'accompagner pendant les élections, pendant la campagne électorale. Quel type de relation vous aviez? Parce que pendant 8 ans, tu as été quand même le garde-corps du président Étienne Tshisekedi. C'est un poste, une fonction qu'on ne donne pas à n'importe qui parce qu'il est question de la sécurité de l'individu. Quel type de relation vous aviez? C'était la relation employé-employeur, fils et père? Alors, d'abord, je voudrais peut-être rectifier quelque chose. Le mot garde du corps, je n'ai accepté ça que dans ces derniers jours de ça. C'est après sa mort que j'accepte ces mots-là. Mais je n'étais pas son garde du corps, j'étais chargé de la sécurité personnelle de Étienne Tshisekedi. Et je n'étais pas tout seul, je faisais équipe avec plusieurs qui sont présentement à Kinshasa. Comme vous l'avez dit, parce que 8 ans, mais il y a des gens qui ont passé 30 ans avec lui. Alors moi, j'avais amené mon expertise et mon expérience parce que je suis dans le domaine de la sécurité. J'ai une entreprise en sécurité qui s'appelle GSS, Global Safety Security. Et puis il y a une autre compagnie encore qui œuvre toujours dans la sécurité, s'appelle C-Block Management, qui est une compagnie de ressources humaines en sécurité. Alors je suis responsable de la sécurité, je suis moi-même instructeur. Je vends des appareils et matériaux au niveau de la sécurité. Alors, quelle relation j'avais avec lui? Ça peut-être, si vous ne le savez pas, Étienne Tshisekedi ne m'a jamais payé. Tout le temps que j'ai passé à côté de lui, ça n'a jamais été monnaie plutôt. Et tout ce que je faisais était à mes propres frais. Et c'est lui qui a mis ça en moi. C'est lui qui m'a suscité que je puisse le faire pour le bonheur du pays, pour le bien-être des Congolais. Alors j'ai participé à côté de lui comme étant un compatriote,
et lui aussi, qui tenait encore la lourde tâche du combat. Alors j'étais à côté de lui dans ce sens-là. Quelle était l'ambiance de manière générale? Parce que Etienne Tshisekedi est réputé être quelqu'un de très compliqué, parfois incompréhensible. Quelle a été l'ambiance générale dans la relation entre Fabien et Etienne Tshisekedi? Écoute, je vais dire ça comme ça. Écoute, j'ai appris à connaître l'homme. C'est très important parce que à travers mon travail, il faut d'abord apprendre à connaître l'homme et savoir ses habitudes, ses goûts, aussi ce qui peut pas vous sembler un peu bizarre, mais ses maladies aussi, sa faiblesse comme ses forces. Alors c'était mon travail. Je l'ai fait, j'avais quelques heures pour apprendre de lui. Et puis après ça, comme Etienne Tshisekedi, pour moi c'est une école. J'étais à côté de lui dans l'école en tant que tel. J'ai appris à le connaître, j'ai appris à l'aimer et j'ai appris à le respecter. J'ai appris aussi à aimer les Congo, à aimer tout ce qu'il aime. Alors l'ambiance, c'était vraiment... je l'ai dit ça comme ça. J'ai aimé Etienne Tshisekedi comme un père. Je l'ai protégé comme un enfant. Vous savez, quand vous avez un enfant, vous le protégez avec votre force, avec votre intelligence. C'est exactement ce que je fais jusqu'à ces derniers battements du cœur. Alors, cette relation, c'était toujours ça. Je l'appelais papa. Si ce n'est pas président, c'était appelé papa. Et même ma maman, quand il m'a parlé, il dit « Votre papa est où ?» Hein, c'est comme ça. C'était la relation. Maman Marthe, c'est ma mère. Ok, Etienne Tshisekedi... puisqu'on peut parler un tout petit peu de lui avant d'entrer un peu dans le vif de votre parcours pour ce qui concerne les élections. Mais il est réputé être non-violent. En tout cas, c'est le discours qu'il a prôné pendant plusieurs années. Mais est-ce que c'est une réalité? Est-ce que Etienne Tshisekedi, c'est réellement un non-violent, politiquement parlant? Mais vous savez, la philosophie, ça, vous avez, je pense, je ne sais pas si vous avez dit ça en entrée de jeu, c'est que la politique, la vision politique, lui, M. Etienne Tshisekedi, c'est un philosophe incompris. Parce qu'il faut comprendre sa philosophie politique pour comprendre l'homme. Et la non-violence, c'est ce qu'il a promis jusqu'à ces derniers jours. Il n'a pas pris les armes et l'IDPS devait accéder par le pouvoir sans les armes. C'est la raison pour laquelle on est encore là, parce que l'option des armes n'est pas sur la table de l'IDPS. Il n'a jamais été sur la table, ni n'a ça passé. Parce qu'il faudrait comprendre l'homme dans quel sens. C'est que pour l'homme, c'était que si nous prenons des armes, nous devons faire couler le sang. Comment vous allez faire souffrir vos compatriotes pour arriver au pouvoir? Et aussi, en regardant l'histoire, tous les gens qui ont pris des armes ont fini mal. Raison pour laquelle on a nos libérateurs qui ont été assassinés. Et aujourd'hui, ils sont en train d'avoir des guerres entre eux. Alors, si on est élu, démocratiquement venu au pouvoir, on peut bien gouverner. Non seulement bien gouverner, mais on peut faire avancer les choses. C'était sa philosophie. Et jusqu'à ces derniers jours, il a toujours cru à ça. Et nous, l'IDPS, je pense qu'il croit à ça aussi. Mais la non-violence, vous faites directement un parallélisme ou plutôt la réflexion de la non-violence opposée aux armes. Dans la philosophie d'Etienne Tshisekedi, la non-violence, c'était seulement en rapport avec le paramètre armes ou c'était autre chose au-delà de ça? Mais la violence, vous savez, écoute, il faudrait faire la différence entre une prise en charge individuelle ou collective et avec une forme de violence, de rue. Et nous, c'est ce qu'il a toujours promis, c'est pas aller casser des choses, brûler ou toute forme de violence, toute violence politique, il faut le dire. Et nous savons que le pouvoir utilise une forme de violence, mais une forme de violence légitimée. Mais quand vous n'avez pas le pouvoir, il faut savoir que la violence que vous allez utiliser, ou la force, hein, donc au niveau du pouvoir, c'est la force, hein, au niveau... alors c'est là qu'il faudrait faire la différence. Lui, il parlait de la violence en tant que mode d'accession au pouvoir. Mode d'accession au pouvoir. Et c'est une forme de révolution. C'est un révolutionnaire, au fait, il faut le dire. Etienne Tshisekedi, le camarade d'Etienne Tshisekedi, c'était un révolutionnaire. Il a voulu amener ça à notre tête que les gens qui ont pris les armes, Mobutu a pris les armes, il a fini par devenir un dictateur. Kabila le père est venu avec les armes, vous comprenez qu'est-ce qui est arrivé après. Le fils qui est présentement, il est dans les armes, il gouverne par défi et dans les armes. Dans votre livre, parce qu'effectivement,
Fabien Kalala a écrit un ouvrage qui est intitulé Noël en prison, parcours d'un compagnon. On va y revenir. Il y a tout un chapitre ou un espace où vous parlez de la phrase prononcée par Étienne Tshisekedi, arrêtez-le-moi, amenez-le-moi ligoté. Et au-delà de ça, pendant la même période, Étienne Tshisekedi donne l'ordre qu'on aille casser les prisons. C'est pas de la non-violence, ça. Mais c'est là que je disais qu'il fallait faire la différence entre la prise en charge individuelle et la prise en charge collective. À côté de ça, l'autodéfense. Et je crois, nous sommes dans la nature de l'homme, on doit se défendre. Ça, l'usage de la force, ce n'est pas l'usage de la violence. Même vous, je pense que même votre véhicule, pour le démarrer, il faut actionner quelque chose, il faut mettre la force dessus. Mais on ne demande pas de mettre une violence, c'est les casser. La force, c'est arriver à mettre l'élan. Alors, pour moi, quand il parle de ça, ou même pour lui, il faudrait, parce qu'il a demandé, libérer nos combattants, libérer nos compatriotes. Si ce n'est pas le cas, nous allons demander aux gens, nos compatriotes, d'aller casser les prisons pour sortir. Vous voyez, là, on parle d'autodéfense, pour se défendre. Alors, quand il demande « amenez-les-moi ligotés », vous comprenez bien, il n'a pas dit « amenez-les-moi avec la tête dans un sac » ou « tuez-les ». Non, il n'a pas demandé ça. Il a demandé de l'amener ligoté parce que ces messieurs-là, pour lui, ils devaient être jugés. Ça, c'est une force qui devait être appliquée. Je ne parle pas de violence là, je parle d'une force appliquée. Ok, merci. Nous allons avancer un tout petit peu vers la période des élections. J'ai beaucoup de questions, vraiment beaucoup d'éléments de questions à échanger avec vous. Dans la période des élections, nous sommes en 2011, où Étienne Tshisekedi entame des tournées aux États-Unis, Canada et tout ça. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est déjà dans la période même où on voit Étienne Tshisekedi avec beaucoup d'assurance. Il donnait l'impression d'être très rassuré, de remporter la victoire par rapport aux élections. Mais pourtant, il y avait pendant cette période plusieurs signaux déjà de fraude électorale qui pouvaient montrer que ce n'était pas la peine de pouvoir espérer une victoire. Alors, qu'est-ce qui le rassurait autant qu'il allait gagner ces élections, quels que soient les paramètres de fraude qui étaient déjà visibles? La détermination du peuple. La détermination du peuple congolais. Vous savez, vous êtes vous-même témoin, ici en Europe, comme à Kinshasa, comment les gens se sont élevés. Pour dire que c'est trop, vous avez avec les mouvements des combattants ici, et que les gens du pouvoir mettaient même plus pied ici, à Kinshasa, c'était l'effervescence. Tout le monde était dans la rue. Je pense que moi, c'est une de mes premières élections que j'ai pu assister, de voir le nombre de gens sortir dans la rue, et surtout les accueils que nous avons réussi, les bains de foule. Je ne sais pas si vous voyez encore des images, j'espère que vous allez les balancer, oui. Les images de Mbujimaï par exemple, d'où on a été submergé par les marées d'humains à l'aéroport, je parle même sur le piste d'atterrissage. C'était des scènes qui se répétaient partout. Goma, c'est la même chose. Kisangani, c'est la même chose. Isiro, partout. Les gens ont fait des kilomètres à pied. Et les jours de l'élection aussi, c'est la même chose qui s'est passée. Et tout le monde, c'était toujours Yachichi président. Yachichi président. Pour lui et pour nous tous, les élections le 28 novembre, c'était juste des formalités qui venaient juste appliquer ou démontrer l'amour ou le choix qu'ils avaient déjà choisi. Parce que, dis-moi, vous-même devons être quand même... C'est par fraude, comme vous avez dit. Les fraudes, oui, ça tramait, on l'a entendu partout, ça se faisait. C'est la raison pour laquelle ils en sont arrivés. Et on doit se dire ça, la vérité, que nous pouvons... Le problème du Congo, c'est les Congolais eux-mêmes. Parce que les gens qui ont organisé tous les fraudes, ce sont les Congolais. Et cette phrase de Omar Bongo qui me revient souvent, on dit on n'organise pas les élections pour le perdre. Raison pour laquelle, jusqu'à aujourd'hui, M. Kabila ne veut pas organiser les élections parce qu'il sait que ça ne nous apporte rien. Il organise les élections. Nous allons revenir un peu sur cette attitude de Joseph Kabila et puis l'attitude aussi de l'opposition, particulièrement l'UDPS, dont faisait partie M. Étienne Tshisekedi. Nous restons dans ce périple. Vous avez parcouru en tout cas plusieurs provinces de la République pour la campagne électorale. Mais quels ont été les moments forts
tes moments forts? Parce que tu as été vraiment à ses côtés 24 heures sur 24, hein, presque. Hein, et quels ont été les moments qui t'ont les plus marqués pendant cette période? Vous savez, moi, Etienne Tshisekedi, comme je dis, c'est un parent pour moi. On a 50 ans de différence. Hein. Une cinquantaine d'années de différence. On arrive à Kisangani, on vient de l'Afrique du Sud, on arrive à Kisangani. Et arrivé, je me trompe peut-être, je parle ça amplement dans mon livre. On arrive, je pense, à un marché là à Kisangani après l'aéroport. Et la population, c'était environ 23 heures passées, hein, presque minuit. La population qui lui dit Kita, Kita, Tambola, Tambola. Je vous parle, il faut pas qu'on se le cache. Un vieillard, il descend, il a marché des kilomètres. Même moi-même, mes pieds étaient enflés. À un moment donné, je suis retourné sur la voiture pendant quelques secondes, mais lui a marché des kilomètres à pied. Beaucoup parmi nous, on n'était plus capable de tenir, mais lui, il tenait encore. C'est voir ces moments-là, ça m'a dépassé, ça nous a dépassé. Et il y en a plusieurs fois. Vous savez, il est resté au-dessus dans le toit du véhicule pendant des heures et des heures. Et arrivé là, son discours était là, il avait l'énergie. Il pourrait les transmettre cette énergie-là à toute personne qui était là. On a fait Beni, Butembo, en voiture. Il a tenu tête aux policiers, aux militaires qui voulaient nous déranger. Je ne sais pas si vous avez appris, à Goma, on a été, à un moment donné, il y a eu des partisans de M. Kabila qui nous ont lancé des pierres. Et moi-même, je vous parle, j'ai reçu des pierres sur mon bras et ma main parce que je voulais protéger Etienne Tshisekedi parce qu'il était sur le toit. Vous allez voir les images, je suis monté même sur le toit, resté derrière lui pour lui protéger. Alors, il y a tellement de souvenirs, il y a tellement de moments comme ça se répétait partout. Il y a un moment, je crois, au niveau de Kisangani ou à Beni, si je ne me trompe pas, dans le livre, vous décrivez une scène, en fait. Les autochtones ont dû amener Etienne Tshisekedi jusqu'au niveau des fosses communes. À Bunia. Comment ça s'est passé, ça? Écoute, on arrive à l'aéroport, on descend, on prend notre cortège, comme toujours, et le cortège devait nous amener à la place de 51 ans, si je ne me trompe pas, d'où le meeting devait se tenir. Mais, comme toujours, c'est un homme de peuple, il est toujours à l'écoute de la population. C'est là que les gens, les Wewa, comme on les appelle chez nous, et quelques habitants qui marchaient à pied, ils ont dit non, au lieu de prendre la droite, on va prendre la gauche. Et on arrive là, nous ne savions pas où on nous a amenés, on arrive à un endroit, on nous fait descendre, et il dit, papa Étienne, viens voir, c'est ici qu'il y a eu des fosses communes. Et je pense que c'est 2003, si je ne me trompe pas, d'où il y a eu les combats entre les deux armées rwandaises et puis ougandaises. Donc c'est là on descend, et on est descendu, on s'est incliné, les gens pleuraient, vous ne pourrez pas voir l'idée. Qu'est-ce qu'ils disaient en ce moment-là, les gens qui étaient là? Libérez-nous, libérez-nous. Ils appelaient libérateurs. Tout le monde chantait libérez, libérez, libérez. Il dit on ne veut plus avoir ça. Et le peuple de Bunia, le peuple de l'Est du pays et du centre, partout en fait, c'était le même sentiment, c'est qu'ils voulaient que ça s'arrête. Ils ont souffert longuement, plus de 20 ans. Ils souffrent encore. Alors là, maintenant, là, parce qu'ils voulaient qu'ils soient témoins de leur de sentiments ou de la douleur qu'ils avaient. C'est pour ça qu'ils ont voulu montrer exactement où ses pères ont été enterrés. Il y a un moment très fort dans le périple d'Etienne Tshisekedi pendant cette période-là. Ça, c'est quelque chose qui reste un peu dans la mémoire de tous les Congolais. On a vu Etienne Tshisekedi très énervé. On lui a interdit l'atterrissage. Je crois qu'il venait du Bas-Congo, hein, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ce jour-là? Écoute, d'abord, en commençant par le Bas-Congo, quand il a quitté le Bandundu, il est arrivé à Matadi, il a fait le périple. Le lendemain matin, il devait prendre le vol pour enfin arriver, comme prévu, à 11h à Kinshasa. Dès le départ, on a rencontré des mentries, comme on dit, là-bas par le commandant de l'aéroport, que non, on n'a pas donné le plan de vol, il ne peut pas décoller. Insistance, et là on a appris que non, et puis on dit non, le ciel congolais est bloqué, et il n'y a pas de survol. On dit mais qu'est-ce qui se passe? Alors ensuite, c'est par son insistance, je pense qu'il est allé lui-même voir
le commandant de l'aéroport, il dit non, non, moi, je dois arriver à Kinshasa, je vais partir. Faites ce que vous voulez, mais nous, on décolle. Il faudrait le voir, le monsieur. Quelqu'un qui tenait tête à tout le monde, hein, qu'ils aiment ou pas, mais il tenait tête. On a donné l'instruction au pilote de décoller. Ils ont refusé, ils sont restés pendant plus d'une demi-heure. Finalement, ils vont décoller. Arrivé sur Kinshasa, l'aéroport d'Ndjili refuse de donner l'autorisation d'atterrir. Et ils envoient à Brazzaville. Brazzaville aussi, à un moment donné, refuse aussi ça. Ils ont survolé pendant plus d'une heure pour attendre ou forcer encore. Et finalement, ils vont forcer, ça c'est la vérité. Congo Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. They will not let us land anywhere now. Anywhere. Not to do mais ça. Ils seront obligés d'atterrir quelque part. Tikaye ne parle plus. Même à Brazza, frère, ça. Même à Brazza. Mais s'il est obligé d'aller à Brazza, Tikaye qui est à Brazza. La ville a Kenya. Donc, à Zola, on a vu ça pour la Koubale. Il sera bien obligé de nous atterrir. Il va atterrir quelque part. Ne nous parle plus. Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. Ils vont forcer l'atterrissage à Ndolo. Parce que Ndjili a refusé. Parce que Ndjili, il les avait menacés que s'ils arrivent, ils vont fusiller d'avion aux heures. Alors finalement, ils vont atterrir à Ndolo. Mais comment il s'est retrouvé en Ndjili avec mais c'est là, une heure de pointe et voilà. Et là, il faut remercier les stratèges de la sécurité, les stratèges du niveau du parti, que nous avons mis des stratégies en place. On a envoyé 3 véhicules qui sont venus aller les chercher. Et un véhicule a fait diversion, qui fait comme s'il rentrait. Il y a deux véhicules qui rentraient, allaient vers chez lui, et 2 véhicules qui passaient. Hein, vous voyez un peu le boulevard. 2 véhicules qui rentraient et 2 véhicules qui passaient directement jusqu'à arriver à Ndjili. Alors les gens étaient surpris quand ils ont vu directement un coup de maître, il faut le dire. Qui sort directement en étant à l'intérieur de l'aéroport de Ndjili. On voit encore les images où le général, Bisingimana, qui est debout et qui empêche effectivement que le cortège d'Etienne Tshisekedi prenne la route vers Limete. Mais il est quand même finalement arrivé à Limete, je crois escorté par la police. À la maison, lorsqu'il arrive, qu'est-ce qu'il dit? Écoute, moi-même, M. Etienne Tshisekedi, le camarade d'Etienne Tshisekedi, il est parti tout seul. Parce qu'on nous a maltraités, on nous a frappés, tout le monde est arrêté. En commençant par Chakma Chabani, tout le monde est arrêté. Sans oublier qu'avant même qu'on nous séquestre, en fait, il y a eu un moment qu'ils ont fusillé
la population qui était là. Vous voyez des images là, Oui. qui turent dessus parce qu'ils ne voulaient pas. Ils ont continué ça plus de 2 heures de temps. Ensuite, on a été séquestrés pendant 8 heures de temps, juste à l'entrée de l'aéroport. Et le général, comme raison qu'il a avancé, c'était qu'il avait eu des renseignements. Apparemment, il y avait un sniper qui voulait faire descendre. Mais on sait tous ce qui était derrière ça. Parce qu'ils avaient peur d'avoir... en fait, c'est ce qu'on a eu le 27 juillet 2016. Cette marée humaine qui recevait... Parce qu'ils ne voulaient pas, parce que c'était pour nous de les montrer la force de frappe qu'on avait, la force qui était... la mobilisation qui était derrière Etienne Tshisekedi. Par la même occasion, nous sommes restés là, moi personnellement et d'autres gardes qui étaient là, et beaucoup de monde ont été arrêtés. Moi j'ai été frappé, on m'a arraché tout, l'argent, téléphone, passeport, tout. Et on nous a menés d'abord à un endroit inconnu, et puis on nous a envoyés aux Légions Pires. On a marché à pied à 1h du matin. Et le camarade Etienne Tshisekedi, lui, on a pris sa voiture, le chauffeur était arrêté, on a pris sa voiture, les policiers sont rentrés à l'intérieur, ils l'ont amené jusqu'à chez lui. Il est allé tout seul. Pendant tout ce temps-là, nous tous, on a été arrêtés. Ok, on a vu pendant cette période, avant les élections, après les élections, il y a eu beaucoup de balais diplomatiques chez Etienne Tshisekedi. Qu'est-ce qui se disait, qu'est-ce qui se faisait? Quelle était l'opinion d'Etienne Tshisekedi lui-même par rapport à la communauté internationale? Vous savez, c'est quelqu'un qui respecte, raison pour laquelle après les mascarades ou, je sais pas moi, le semblant des résultats des élections de 2011, il a demandé à la communauté internationale de prendre des responsabilités. Parce que, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que pendant l'attente de résultats, le balai diplomatique venait lui demander de baisser la tension. De baisser la tension. Parce qu'il savait que les gens étaient déjà... Ils traitaient de tout. Vous imaginez que la CPI a envoyé même, il faut le dire, la CPI a envoyé même une représentation. Et cette représentation-là ne faisait pas peur à Kabila, mais vous venez pour faire peur à Tshisekedi, que si vous envoyez les gens dans la rue pour mourir. Et tous ces gens-là venaient demander pour faire attention. L'ambassade, je pense que je l'écris amplement, je l'ai décrit amplement dans mon livre, que l'ambassadeur de la Russie, du Gabon et autres sont venus même féliciter Etienne Tshisekedi pour dire vous avez gagné les élections, on est en train d'attendre. C'est ça les nouvelles qu'on a eues. Et bon, ça c'est plus un secret que d'autres voulaient négocier. Qui voulait négocier? D'autres diplomates venaient pour négocier des parts des gâteaux, des parts des... Négocier les contrats, comme ça a été le cas avec Laurent Désiré. Ça a toujours été comme ça. Ils venaient pour négocier. Et c'est par la réponse, ça il faut dire la vérité, mais c'est la réponse, c'est Etienne Tshisekedi qui n'aimait pas beaucoup. C'était que, ok, il n'y a pas de problème, je ne vais pas signer avec vous un contrat. Je dois être d'abord assermenté et qui doit être approuvé par le Parlement, élu démocratiquement. Je ne fais pas des négociations dans mon bureau, mais ces négociations vont se faire au niveau du Parlement et au niveau de l'État. Il a toujours demandé d'être dans les bancs de touche. Et vous comprenez que pour beaucoup, le multinational, il faudrait avoir leur main mise avant que tu rentres au pouvoir. Et c'est ça la réalité. Quelles ont selon toi été les faiblesses d'Etienne Tshisekedi? Vous savez, la faiblesse, je ne trouve... on a tous de force et de faiblesse. Moi je dis, c'est savoir y raison avant. Ça, c'est pas une faiblesse. Ça peut être une faiblesse, d'avoir eu raison avant. Et de comprendre des choses que les autres n'ont pas eu le temps de comprendre. C'est peut-être question de temps. Hein? Si Etienne Tshisekedi est sorti en 2015, par exemple, ça pourrait peut-être changer des choses. Je vois aujourd'hui que le pasteur Kofo dit quelque chose, les gens applaudissent. Mais Tshisekedi, il a dit à plusieurs reprises avant. Monseigneur Bosengo, tu parles de la médiocrité, oui, parce que j'ai vu que dans le livre, c'est Etienne Tshisekedi qui a préfacé, hein, bien sûr, mais j'ai vu qu'il parle déjà de la médiocrité. C'est de ça que tu parles, en fait. Vous voyez, c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, le cardinal et Monseigneur parle de la médiocrité. Nous tous, on commence à l'utiliser chaque jour ici. Les médiocres.
Mais on a ça sur papier, dans les préfaces, le président Tshisekedi parle de ça déjà. C'est encore une fois, je pense que c'est plus les Congolais aussi, la déception de notre peuple. Ils n'étaient pas prêts à recevoir cet homme. On n'a pas pu comprendre réellement qui était l'homme. C'est la faiblesse, moi je le vois en sens de faiblesse, c'est qu'on n'a pas pu comprendre l'homme. Et où, je dois même dire, qu'il n'a pas pu se faire comprendre. Mais ça, c'est de manière générale. Je crois que la faiblesse de manière du contexte global. Mais lui-même, est-ce qu'on peut par exemple reprocher à Etienne Tshisekedi un manque de stratégie après les élections lorsqu'il dit Bola la Pongia ba bébé, c'est devenu un slogan pour tout le monde qui veut un peu se moquer de l'UDPS ou du président. Bola la Pongia ba bébé, ce n'était pas une faiblesse de sa part, ça? Vous savez, moi je dis toujours, c'est très important, il faut rationaliser les choses. Il ne faut pas faire des choses dans les sentiments ou dans les émotions. Il faudrait rationaliser les choses. Il faut remettre toutes choses dans leur contexte historique pour les comprendre. Bola la Pongia bébé, on n'a pas dit ça aux Congolais. On a dit ça à un groupe de mamans qui sont venus voir M. Tshisekedi. Ils sont venus le voir pour lui donner des doléances, qu'ils sont maltraités ou des choses qu'ils subissaient dans les quartiers. C'est là que Tshisekedi dit qu'il les demande d'être calme, d'être serein, parce qu'il dit celui qui est calme et serein n'a pas besoin de s'inquiéter. Celui qui n'a pas volé, celui qui n'a pas tué quelqu'un, il ne devait pas s'inquiéter. Il dit c'est par contre la peur a changé de camp. C'est l'autre côté qu'ils ont peur. Et vous, ma maman, bola la ponga ba bébé. Ah donc les gens ont sorti ça bien sûr, du contexte. C'est hors contexte. Il parlait spécifiquement à un groupe de mamans. Alors je vous mets un défi de me sortir où Etienne Tshisekedi disait Congolais, les Congolais, voilà la ponga bébé. Non, il n'a jamais dit ça. Il a dit ça aux mamans qui sont venues le voir. Et le message était qu'il soit calme et serein et qu'il ne s'inquiète pas parce que celui qui n'a pas tué quelqu'un, qui n'a pas fait du mal, devait être calme et serein. Ok. Juste après toute cette déception, tu dois reprendre la route pour le Canada et tu es arrêté à l'aéroport. Qu'est-ce qu'on te reprochait? D'être à côté de Etienne Tshisekedi. Jusqu'aujourd'hui, le motif de mon arrestation n'a jamais été clair, mais il y a eu 3 chefs d'accusation qui circulaient les corridors officiels. Le premier, c'était j'étais à côté d'Etienne Tshisekedi. C'est pas une infraction, ça, être à côté d'Etienne Tshisekedi. Bien sûr. Officiellement, c'était quoi les chefs d'accusation? Alors, officiellement, il n'y a jamais été. Il n'y a jamais eu d'accusation officielle. Alors, je comprends, je dis, il y a 3. Premier, c'est parce que j'étais à côté de Etienne Tshisekedi. D'autres me traitaient d'étranger. L'autre, c'est qu'on m'a accusé que j'ai insulté les injures publiques gracieuses à la personne de M. Bisengimana. L'autre, c'est l'insulte ou je pense qu'il parlait d'insulte. Offense au chef de l'État, peut-être? Au chef de l'État. Ça, c'est l'autre. C'était sur le chef de l'État. Okay. Il parlait de la personnalité, de l'atteinte à la personnalité du chef de l'État. Et vous comprenez que c'est cette ridicule, cette médiocrité, je peux encore me permettre de dire ce terme, ne les amener à rien, ne les amener à loin. Sauf, la seule chose qu'ils voulaient, c'est qu'ils voulaient m'intimider ou soustraire des informations en sachant parce qu'ils pensaient, ils ont toujours dit qu'ils ont eu peur parce qu'ils disaient que pour ceux qui étaient dans le temps, ils comprendraient que beaucoup pensaient que j'étais un Américain, un militaire américain ou j'étais en mission auprès d'Etienne Tshisekedi. Ils voulaient savoir la force derrière Etienne Tshisekedi. Est-ce que c'était les Américains qui étaient derrière, les Français et tout ça? C'était ça, au fait. Tu as été torturé, qu'est-ce qui s'est passé exactement? On t'arrête à l'aéroport, qu'est-ce qui se passe par la suite? Alors, d'abord, la première chose, que vous savez que j'ai été d'abord arrêté le 26 novembre. Là, j'ai subi beaucoup. Ça, c'était avant les élections? Oui, c'est les jours qui ont été arrivés à Kinshasa. Ok, oui. Le 26 novembre, les derniers jours de la campagne. Je vais recevoir même des crosses d'armes juste au-dessus de mon œil. Arrêté à quel niveau? À l'aéroport? À l'aéroport même. J'étais arrêté après la séquestration. Et c'est là, on va me dépouiller de tout. Je vous parle même des chaussettes. J'ai failli même perdre les poils entre mes jambes parce qu'ils voulaient tout. C'est ça ce que les gens voulaient. Ils faisaient n'importe quoi. J'étais malmené, frappé, torturé, emmené dans le camion. J'étais comme des bêtes de somme.
Et puis vous voyez les images qu'on voit à la Libye, mais nous avons, dans le Sibi, il y a des gens qui subissent chaque jour là à Kinshasa. C'est pas que la Libye qui maltraite les gens, les esclavagistes, c'est à Kinshasa, moi je l'ai subi. Alors, le 21 décembre, j'ai passé tout la sécurité, je suis à la salle d'attente, j'attends mon avion, un peu en retard. Là, excès des ailes, il y a un monsieur, un certain Mwamba, de l'ANER, qui va m'approcher, qui dit petit Yozo Kenewap. Moi je dis, mais écoute, je pars chez moi. Et puis il prend mon passeport. Ah, mais alors, Obima a Telelo. Tu vas rester là, tu vas mourir aussi. Il dit, on va vous tuer. Qui était-il, ce monsieur? Un agent d'ANER qui travaille à l'aéroport. Il me dit, aujourd'hui tu ne vas pas sortir ici, tu vas rester ici. Et tu vas mourir ici. Avec ton, on va attendre parce que c'était juste avant je pense le 22, non le 23 si je ne me trompe pas, qui est le camarade de Tshisekedi voulait faire le meeting pour sa sermentation, et il dit au Rokendete, tu vas rester là et on va vous renvoyer le jour qu'il va faire son meeting, comme ça on va vous tuer vous tous là en même temps. Il dit même à ça, sinon tu vas passer des jours en prison. Et c'est là, écoute, quand même il faut dire qu'il n'y a pas que les médiocres au pays, il y a des gens aussi, des compatriotes qui ont dit non, des gens je ne vais pas quand même citer c'est qui pour ne pas les mettre en danger, qui ont dit non à ce monsieur-là. Il dit, mais vous êtes d'abord qui pour venir arrêter quelqu'un dans l'espace international, dans l'aéroport? Quelqu'un qui a passé tout, comment vous pouvez faire ça? Et finalement, ils se sont imposés. Il y a quelques gens qui se sont imposés. Alors, pour rencontrer ces mensonges, j'ai entendu, il a dit les militaires de la garde républicaine, Banamura, que non, j'ai incité le président de la République. Il a dit ça aux policiers, que j'ai incité le chef de la police. Tout ça pour monter les enchères, pour réellement que je puisse partir. Alors finalement, c'est la police qui va me récupérer parce que c'était nécessaire qu'on puisse prendre le chemin plus ou moins légal. Mais la police, parce que le général Bisengimana a demandé de me voir personnellement, de les ramener personnellement. Alors, imaginez-vous quelqu'un, un plaignant qui va dire ramenez-moi l'accusé. Écoute, on est dans un système à double... Tu l'as vu personnellement après? Ah ben bien sûr. Bien sûr, devant l'ambassadeur du Canada, le consulat, et lui-même, il va me confronter pour me dire que je l'ai insulté les jours. Et lui-même, il dit, je ne me rappelle pas, mais quelqu'un qui m'a rappelé que tu m'as insulté. Vous voyez quand même dans quel système... Mais tu t'es retrouvé au parquet, c'est-à-dire... Non, je me suis d'abord retrouvé. Mon histoire est un peu... quand je quitte là, j'arrive à l'IG, Inspection Générale. J'arrive là, on me présente, on m'amène quelque part, et finalement, il y a un colonel Pinga qui m'a pris pour me questionner. Encore une fois, il voulait soustraire des informations, qui vous êtes, qu'est-ce que vous faisiez, l'armée, vous avez fait l'armée, vous savez manier des armes, ce sont des questions qui ramènent tout le temps. Ensuite, et quand ils ont compris qu'il n'y avait rien à... Je n'étais pas celui qui le donnait, bon écoute, je répondais ce que je devais répondre. Ils vont m'envoyer dans leur hôtel, qui était dans un trou, d'où cette nuit-là, je vais être frappé, déshabillé, couché dans les urines des autres. Je vais être malmené toute la nuit. Le lendemain, parce que je savais passer le message à ma famille, à tous, parce que ce jour-là, le fait qu'on puisse me prendre, me kidnapper à l'aéroport, d'autres personnes ont vu. Moi-même, j'ai passé le message à travers mon téléphone avant de partir. L'ambassade du Canada s'est mobilisée. Le lendemain, ils ont compris où j'étais, parce que le message était passé. Alors, arrivé là, c'est là que c'est là que les choses vont changer. Parce que vous imaginez, le général était chez lui à la maison, on lui dit, il faut venir vite parce que là l'ambassadeur du Canada est à votre bureau. Arrivé là, c'est là les choses vont changer. Ils vont sans accusation, ils vont m'envoyer au parquet. Arrivé au parquet, le parquet ne savait même pas qu'on est transféré en prison de Makala. La République des hommes de justice. La République des hommes de justice. Et après Makala, qu'est-ce qui s'est passé à Makala? Comment tu t'en es sorti de Makala? D'abord, le Makala, c'est un mouroir. Ce n'est pas une prison, c'est un mouroir. Une prison mixte qui vous retrouvez femmes, enfants.
Dans une même cellule? Non, non, dans une même prison. Ok. Dans une même prison. On se courtoie chaque jour. Les enfants, je me rappelle dans les cellules qu'on avait des enfants de moins de 12 ans. Et dans votre livre, vous dites que la moyenne d'âge des gens qu'on trouve dans ces cellules où les gens sont 25 ans. 25 ans. Ouais. Des jeunes. C'était rempli de jeunes. Rempli de jeunes. Et dans cette période-là, il y a eu beaucoup, je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, il y a eu un groupe de 25, je pense une vingtaine de jeunes, de 12 ans à peu près, je m'excuse, qui ont été condamnés à quelques dizaines d'années de prison pour vagabondage, quelque chose comme ça. Et les arrestations continuaient. Moi, j'ai une histoire, je parle de l'histoire d'un jeune Marcus. On se vit au parquet. Le jeune, tu devais que voir son corps. Il a été tabassé chaque jour. Il dit il recevait la torture comme étant la nourriture. Déjeuner, souper, dîner. Et des fois, ils avaient droit au petit déjeuner aussi, ou au dessert. Tout dépendrait de l'humeur de leur tortionnaire. Comment tu t'en es sorti de Makala? Écoute, vous savez, moi je suis parmi ces rares gens qui ont eu la chance d'avoir un ambassadeur vous visiter. J'ai été représenté par à peu près 8 avocats qui sont venus me représenter. Et mon dossier était devenu un dossier dérangeant, au point même que j'ai mon oncle qui est allé voir le général Bisengimana lui-même. Et le général il dit, je l'ai fait pour le punir, il va rester là-bas jusqu'en 2012. Il a dit, mais pourquoi? Il dit, non, c'est parce qu'on doit envoyer un message à ces jeunes gens-là de comprendre qu'ils ne doivent pas suivre ces vieillards, les Etienne Tshisekedi. Il y a un major même qui m'avait promis, il dit, moi je parle de mon livre, beaucoup ils sont surpris pour savoir pourquoi M. Kabila est encore là. Mais en 2011, le général me dira que, attendez, vous êtes des idiots, les jeunes vous êtes des idiots, vous suivez ces vieillards de Etienne Tshisekedi, on va vous tuer. Attendez, Kabila va faire encore un autre mandat. En 2016, il va continuer. Et si Kabila ne tient pas, on va mettre un autre qui va vous exterminer. Alors je parle ça dans mon livre. En 2011, on vous parlait déjà qu'il n'y aura pas des élections après. Ils vont nous exterminer. Alors le message est simple. Je suis tenté quand même de poser la question. On va y revenir par rapport à la réaction de l'UDPS elle-même dont tu fais partie. Ici, il y a quelque chose qui m'a marqué aussi particulièrement pendant cet épisode-là. C'est que, apparemment, tu avais été vendu par un membre du cabinet du président Etienne Tshisekedi. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Je préfère pas. Tu le dis, tu en parles dans ton livre. Bien sûr, on m'a appris. On m'a appris par le major Pinga que j'ai été vendu. Par un proche d'Etienne Tshisekedi. Ben écoute, il parle du cabinet d'Etienne Tshisekedi. Il spécifie ça. Il dit, votre parti, on vous a vendu. Et la raison pour laquelle, parce que moi, la petite histoire, j'ai acheté mon billet 3 heures avant le vol. Écoute, quand même, je suis dans le domaine de la sécurité, je sais comment me débrouiller. J'ai acheté mon billet à quelques heures de vol. Personne n'était au courant. Et je vais passer par la résidence pour dire au revoir au président. Et quelques petites têtes qui étaient au courant. Et c'est de mon départ de la résidence et à mon arrivée à l'aéroport que le message est passé. Parce que personne, la manière que j'étais même habillé, croyez-moi, je passais inaperçu. Et c'est là qu'on me dira que non, on a été vendu. Il y a quelque chose de très grave que tu dis dans le livre, c'est que ces gens t'informent que tous les services proches d'Etienne Tshisekedi sont sous les contrôles des services de l'État, de la NER. Très grave. Mais écoute, c'est pas quelque chose que nous devons être surpris parce que je dis toujours, c'est pas pour rien qu'à chaque fois on organise quelque chose, c'est fini par être dans les oreilles du pouvoir. Oui. Très infiltré, alors l'UDPS. Bien sûr. Mais écoute, aujourd'hui nous avons quelqu'un qui a traversé, plusieurs qui ont traversé. Mais une remarque, qu'est-ce qui fait que vous qui êtes de la sécurité, qui êtes des experts, qu'est-ce qui explique que l'UDPS, bien qu'étant passé par tout
dans toutes ces péripéties, ne se décide pas de pouvoir mettre sur pied des mécanismes pour pouvoir non seulement se protéger contre l'infiltration, mais aussi infiltrer de l'autre côté? Vous savez, passer dans le temps des dictatures, là, combattre toutes ces dictatures, l'UDPS n'a pas vraiment eu encore la vocation de changer sa structure. Et l'UDPS, c'est un parti de masse, et c'est toujours par la base des choses comme moi. Et c'est un parti populaire. Et c'est le changement vient de la base. Mais je suis d'avis, je ne viens pas ici pour faire des déclarations, mais je suis d'avis pour venir dire quand même que nous devons revoir au niveau de l'UDPS la structure pour enfin d'améliorer les choses. Et l'infiltration, on est infiltré jusqu'à un niveau... Vous avez vu, je n'ai pas besoin de citer les noms des gens, vous voyez qu'il y en a beaucoup qui ont traversé. Il y a beaucoup qui sont de l'autre côté. Tshisekedi lui-même, je vais quand même rajouter quelque chose, il disait ça souvent, pour nous les proches, il dit, les matins ils sont avec moi, les soirs ils mangent avec le pouvoir. Il en était conscient. Bien sûr, bien sûr. Il y en a beaucoup qui ne parlaient même plus avec lui, mais il avait le grand cœur, c'est le grand cœur d'accepter les autres. Parlons de Jean-Val. Etienne Tshisekedi décide finalement de rassembler les gens à Jean-Val pour pouvoir préparer, en tout cas, les élections en 2016. C'était l'année électorale, effectivement. Vous savez, on a toujours l'accusé d'être radical, intransigeant. Et là, comme on avait créé ce monstre de Jeanneval, moi je la traite de monstre de Jeanneval, et il y avait toutes des tendances et d'idéologies confondues, et il fallait faire des concessions. Et l'accord de Saint-Sylvestre, c'est parmi les concessions qu'Etienne Tshisekedi aurait fait dans le but d'apaiser. Parce qu'il voulait que il voulait quand même nous donner quelque chose. Il donnait aux Congolais quelque chose, la chance d'aller aux élections en paix. Aller aux élections dans la sérénité. Et c'est là qu'on a pu vouloir... c'est comme ça qu'il a posé son approbation, si je dois dire. On a tellement de choses à dire évidemment sur Etienne Tshisekedi, c'est un homme qui a, comme on l'a dit, qui a marqué l'histoire. On ne sait pas parler de lui en une heure. Nous allons peut-être aller un peu très vite sur tout ce qui s'est passé ces derniers mois, ces derniers temps. Etienne Tshisekedi tient un meeting à Kinshasa et puis finalement il proclame Audio comme kabylyste et puis il entame la démarche du dialogue qui aboutit à ce que nous savons. Et juste après l'accord de la Saint-Sylvestre, Etienne Tshisekedi prend l'avion pour Bruxelles pour des raisons médicales. Qu'est-ce qui se passe? J'aimerais d'abord préciser une chose, question de vous mettre quand même à l'aise, les gens qui nous suivent et les gens qui voudraient savoir plus sur ce qui s'est passé dans Jeanneval et autres. C'est que je suis en train de travailler sur 3 livres, 3 ouvrages qui traitent plus ou moins de ça. L'autre qui s'appelle « Le dernier moment avec Etienne Tshisekedi » qui parle de Jeanneval jusqu'à sa mort. Vous aurez la chance peut-être de les lire. Ça devait être publié le 1er février pour l'anniversaire. C'était ma manière de le commémorer. Malheureusement, je pas pu le publier parce qu'il n'est pas encore enterré. Pour moi, le dernier moment avec Etienne Tshisekedi, je suis encore dans le dernier moment avec Etienne Tshisekedi. Il y a l'autre livre qui s'appelle Le dialogue avec Etienne Tshisekedi, où je parle de sa philosophie politique, et l'autre qui est Le lion et son souffle, Etienne Tshisekedi, où je parle de son parcours, de son grand parcours. Alors bref, vous aurez la chance, pour des questions qu'on n'aurait pas de réponse aujourd'hui, de les lire. Et qu'est-ce qui se passe? On quitte, on arrive à Kinshasa. Non, on arrive à Bruxelles. On est à Bruxelles déjà. Bien sûr. On quitte Kinshasa vers Bruxelles parce que Etienne Tshisekedi a des problèmes de santé. Non, mais il faudrait quand même... je vous ramène à Kinshasa, c'est très important. Okay. Il est venu d'abord à Bruxelles en 2014 pour le problème de santé. Et il avait des rendez-vous. Avant de partir, il a pris des rendez-vous. Il a fini ses rendez-vous. En partant à Kinshasa, il avait d'autres rendez-vous qu'il avait déjà assuré pour son retour. C'est qu'il devait voir son médecin comme régulièrement, ce check-up en octobre, je pense, si je ne me trompe pas. Normal. Mais il n'a pas pu le faire en mois de novembre à cause des dialogues. On était encore en plein dialogue, il ne pourrait pas se permettre de se déplacer avant la finalité des choses. Donc encore une fois, vous voyez encore la détermination de l'homme qui a ménagé, qui a mis sa santé en arrière
ces rendez-vous médicaux en arrière pour pouvoir répondre d'abord à l'obligation nationale. Parce que c'était le destin du pays qui était en jeu. Il est resté là. Enfin, quand l'accord de Saint-Sylvestre est signé, et c'est là qu'il a décidé, bon, il a mis les choses en place. Comme on était rendu dans les arrangements particuliers, il dit que bon, on va continuer. Et c'est là qu'il va il vient à Bruxelles pour le check-up. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on peut répondre de manière claire à la question de savoir de quoi Étienne Tshisekedi est mort? C'est quand même un leader de beaucoup de personnes chez qui cette question continue à trotter dans les têtes. De quoi est mort Étienne Tshisekedi? Je vais vous demander votre patience. Les derniers moments d'Étienne Tshisekedi, le livre qui va sortir, vous aurez des réponses plus claires. Parce que je ne veux pas... écoute, c'est très important qu'on puisse rationaliser nos questions et nos réponses. Et pour l'instant, je pense que je ne vais pas donner des réponses vagues. Il n'est pas encore enterré. Je me réserve de ne pas répondre aux questions reliées à sa mort. Pour l'instant, je peux quand même vous répondre dans le sens que je veux qu'il soit enterré. Pourquoi ça tarde encore pour qu'il soit enterré? Et sa mort, il est déjà mort. On va en parler en long et large. Je concentre plutôt cet ouvrage-là à parler de ça en détail. Je vous parlais des derniers moments qu'on a passés ensemble. Okay. À quelques secondes près des battements de son cœur. Le peuple congolais serait impatient de pouvoir découvrir en tout cas tous les détails de ce livre. Là, nous sommes vraiment à la fin de notre échange. Il y a une photo impressionnante qu'on découvre sur les réseaux sociaux. On te voit debout, l'air très serré, très sérieux, lunettes noires, habillé en noir, aux côtés du cercueil d'Étienne Tshisekedi. Qu'est-ce que tu te dis en ce moment-là précis? Vous vous rappelez, dès le départ, je vous ai parlé de... C'est le seul moment que j'ai accepté qu'on m'appelle garde du corps. Parce que j'étais en train de garder le corps de mon camarade Étienne Tshisekedi. Je l'ai aimé comme un père. Je l'ai protégé comme un enfant. Et c'est là que j'ai réalisé que je venais de perdre quelqu'un. Et je ne pourrais pas l'abandonner. Jusqu'à sa mort, je dois y être. Je ne faisais que faire mon travail. Le travail que j'ai commencé depuis 2011. D'être à ses côtés, de prendre soin de lui. C'est prendre soin, même au niveau alimentaire. J'étais là. Je suis resté jusqu'à la fin. Et pour moi, je ne trouverai pas, quand même, il faut chercher l'excellence dans tout ce qu'on fait. Pour moi, je devais rester jusqu'à la fin. Et je suis encore là, parce que la fin n'est pas encore... Malheureusement, on n'est pas encore à la fin. Fabien Kalala-Chamboui, merci. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous, chers amis. On se revoit très bientôt. Merci. Merci. Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise.